Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal du mercredi 9 novembre. Au sommaire ce soir, le témoignage d'une femme victime de violences conjugales il y a 4 ans. Elle témoigne ce soir de ce phénomène, de sa difficile reconstruction et du soutien des associations, parmi elles Solidarité Femmes. Reportage dans un instant. À suivre également la visite ce mercredi des dirigeants nationaux du basket dans l'Aube, une visite intéressée. Les structures auboises pourraient bien accueillir prochainement un événement d'ampleur nationale. En attendant, c'est l'heure de la mobilisation, on verra ça tout à l'heure. 35 prix Goncourt, 36 prix Nobel de littérature en 100 ans d'existence. Les éditions Gallimard affichent un palmarès impressionnant. À cette occasion, une exposition est à voir en ce moment à la médiathèque du Grand Troyes. Un événement culturel rare puisque Troyes est pour l'instant la seule ville française avec Paris à accueillir cette exposition. La violence faite aux femmes, la violence conjugale est un phénomène à la fois inquiétant et grandissant. Dans l'Aube, plusieurs associations tentent de venir en aide aux victimes. Mais bien souvent, elles n'osent pas venir se confier après avoir été frappées par leur conjoint. Pour celles qui franchissent ce cap, c'est souvent le fruit d'un long travail personnel. Et lorsqu'elles acceptent de témoigner, c'est aussi pour servir d'exemple. Cyril Tavernet a rencontré l'une d'entre elles dans les locaux de Solidarité Femmes à Troyes. Solidarité Femmes, bonjour. En 2010, dans l'Aube, 250 femmes potentiellement victimes de violences conjugales ont fait appel à Solidarité Femmes, un chiffre qui a quasiment doublé en 10 ans selon Constance Audia, l'écoutante de cette association. Ces violences au sein du couple commencent souvent par des insultes. En premier, déjà, c'est les insultes, le dénigrement, les humiliations, les insultes à caractère sexuel, notamment grosse salope, vieille pute, t'es moche, t'es conne. Bon, je me retiens pour pas en dire certaines autres. T'es une bonne à rien. Ça, c'est systématique. De toute façon, il y a toujours la violence verbale et la violence psychologique. Des insultes et des coups qu'a subi Béatrice, un nom d'emprunt pour cette mère de famille qui, 4 ans après les faits, parvient à peine à refaire surface. Première scène physique a été très loin. Ça a été une nuit des heures. Ça a duré des heures et il m'a sorti du lit. Si on doit donner des détails, il m'a tiré par les cheveux, il m'a traîné dans le couloir, il m'a donné des coups de pied dans le ventre, des coups de poing dans le ventre, il cassait les téléphones, il me dévalorisait, il me disait qu'il me ruinerait au travail, que je ne serais qu'une merde aux yeux de tout le monde, de la société, aux yeux de mon travail, de mes supérieurs, de ma famille, de mes amis. Pénalement, la violence psychologique conjugale ne peut être reconnue que si elle a des répercussions sur la santé. Il faut établir un certificat médical démontrant la dégradation physique de la personne. Quand je regarde les photos de cette époque-là, oui, j'étais physiquement très affaiblie. Et puis psychologiquement, ça aidait pas. C'est vrai que je suis tombée malade dans la nuit où je suis partie, où je suis arrivée au foyer d'accueil. En fait, j'ai été malade toute la nuit. J'ai cru que voilà, je faisais une simple gastro, mais voilà, mon corps s'exprimait et se vidait complètement de toutes parts. Et donc oui, physiquement très faible. Il n'existe pas de profil type de victime, leur seul point commun, être fragile. Béatrice avoue avoir encore des difficultés à se reconstruire. L'association est là pour les accompagner dans ce parcours avec des ateliers de sophrologie ou encore d'art-thérapie. Et pour joindre Solidarité Femmes à Troyes, un numéro de téléphone, 03 25 73 26 26. Et à ce propos, demain à 20h, Sandra Durupt évoquera sur Canal 32 ce sujet douloureux dans l'émission Tous Ensemble, consacrée à cette occasion à la violence conjugale. 2 audiences en une semaine, on ne compte plus les actions en justice pour les salariés de Sodi Médical, mais le refrain commence à devenir usé et les salariés soumis à rude épreuve. Cet après-midi, venus de Plancy-l'Abbaye, ils étaient donc une fois de plus au palais de justice de Troyes pour demander une action au pénal cette fois. Elle concerne le non-paiement des salaires qui recommence depuis octobre. La société mère de Sodi Médical, Loman & Rocher, est une fois de plus visée. Jacques Pelache est l'un des avocats du comité d'entreprise. Il hausse le ton et s'en explique au micro de Jonathan Boisset. Nous avons fait citer donc les dirigeants de la société Sodi Médical et également la société Sodi Médical pour 3 délits d'entrave. Et nous demandons la condamnation de la société Sodi Médical et de ses 2 dirigeants à des sanctions pénales qui sont 1 an d'emprisonnement maximum et une peine d'amende de 3 750 € d'amende. Et nous demandons la réparation du préjudice du comité d'entreprise que nous estimons à l'euro symbolique. Malheureusement, à ce jour, les salaires pour le mois d'octobre ne sont pas réglés. Nous envisageons dès lors une procédure d'exécution forcée
donc par l'intermédiaire d'un huissier de justice pour procéder donc à la saisine des comptes de la société Lohmann & Röscher pour que celle-ci donc s'acquitte du règlement des salaires des salariés. Et nous envisageons également parallèlement des suites pénales. Affaire à suivre donc, une fois de plus. Il n'y a pas que le football qui compte dans le département. Ce mercredi, les dirigeants du basket national étaient en visite dans l'Aube pour observer de près différents sites sportifs de l'agglomération troyenne et apporter des idées pour le développement de cette discipline dans le but d'imaginer des actions d'envergure nationale dans l'Aube. Annabelle Millet a suivi cette journée sous le signe du ballon orange. Le président de la Fédération française de basketball a passé la journée à Troyes afin de se rendre compte de la situation de ce sport dans l'Aube. Le département compte 1100 licenciés, donc 40% de joueuses, un nombre que les dirigeants aubois souhaiteraient voir évoluer. Et cette journée est dédiée aussi pour épauler les efforts de nos clubs, et notamment du club leader Sainte-Savine Basket qui, on l'espère, accédera peut-être à la NF1 la saison prochaine. C'est aussi un moyen de rencontrer les élus pour évoquer le basket dans le département, son avenir, son devenir, comment les élus sont à même de nous épauler, de soutenir nos clubs qui sont au plus haut niveau, comment faire pour qu'ils progressent et qu'ils soient au niveau de l'élite. Si plus de jeunes basketteurs, plus de grands joueurs et ainsi plus de compétitions attractives. Pour ça, il faut qu'on amène des plateformes sportives du basket ici de façon assez récurrente. Alors soit c'est une vraie opération coup de poing sur un champion d'Europe, soit à un moment donné c'est un événement récurrent dans lequel des équipes de jeunes viennent ici faire des tournois par exemple. Voilà, c'est important. Ensuite, c'est peut-être, on est quand même dans un pays de foot ici, il y aurait peut-être la spécificité de développement du basket féminin. Et je pense qu'ici, dans des villes moyennes, dans ce département, il y a quand même un créneau très intéressant. Et puis je crois qu'il y a une équipe qui tourne pas trop mal ici, donc après tout, pourquoi pas. Et c'est en pensant à l'avenir du basket féminin au bois que Jacques Daumont a invité Laure Savasta sur le parquet du COSEC 3. La jeune femme est une ancienne internationale, ancienne pro du basket, une joueuse qui se sent concernée par la motivation des acteurs du basket au bois. On sent vraiment un engouement et on sent que les gens ont envie de bien faire, que ce soit le président du département, que ce soit les conseillers techniques, essayer de faire au mieux pour enseigner, faire passer le message, faire venir du monde, toucher le public. Et moi je suis très sensible à ça, sachant que pendant des années avec l'équipe de France féminine, on s'est battu pour faire valoir notre sport et on sait très bien que le basket féminin se vend difficilement. Alors pourquoi pas Troyes, porte-drapeau de la discipline? C'est ce qui a été évoqué en tout cas à l'occasion d'un déjeuner de travail. On a avancé sur quelques pistes, sur un événementiel récurrent. Pourquoi pas l'équipe de France féminine dans un proche avenir, faire un tournoi amical. Et puis imaginer peut-être de faire monter une équipe d'un club. Et pourquoi pas du basket féminin à un certain niveau. Voilà. Le rêve de club élite et d'organisation de compétitions d'envergure sur le département peut devenir réalité. Mais pour cela, chaque acteur devra être aidé dans son action par des bénévoles, des parents, un encadrement renforcé qui permettront au terreau fertile de donner quelques plans d'exception. Vous les avez peut-être vus en levant le nez du volant. Pour l'instant, ils sont au nombre de 3. À 3, les premiers radars pédagogiques sont arrivés autour du centre-ville. Quai d'Ampierre, Maille des Charmilles et ici celui du boulevard Victor Hugo. Ces panneaux lumineux indiquent la vitesse à laquelle vous conduisez à proximité, mais ils ne sanctionnent pas, d'où leur qualificatif de pédagogique. Ils devaient au départ remplacer l'annonce des radars fixes. Michel Henry, le spécialiste sécurité routière de Canal 32, avait été l'un des premiers dans l'agglomération troyenne à utiliser ce genre de radar sur le territoire de Sainte-Savine. Il revient sur le sens de ces panneaux et leur utilité. Je pense qu'en ville, c'est très efficace. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais été un des premiers à en faire mettre en place un dans l'agglomération troyenne. Par contre, sur route, moi je crois plus à l'information donnée par les GPS. Ces radars ont une particularité, c'est qu'ils ont un dispositif à l'intérieur qui permet d'enregistrer toutes les données. Et on peut ensuite les exploiter. Ça permet par exemple de connaître la vitesse moyenne des véhicules circulant sur un axe, également le nombre des véhicules. Est-ce que ça marche? Oui, oui et non. Oui, parce que beaucoup de personnes s'en soucient. Ça a l'avantage aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir le nez collé sur le compteur de vitesse. On s'occupe de l'environnement, on voit la vitesse à laquelle on roule. Par contre, il ne faut pas non plus trop croire au Père Noël. Les personnes qui n'ont rien à faire de la limitation de vitesse continueront à rouler plus vite.
Et les données de ces radars sont effectivement enregistrées à titre informatif, nous dit la mairie de Troyes, en vue d'obtenir des statistiques de manière anonyme. En bref, le bilan du premier salon des loisirs créatifs qui se déroulait ce week-end au Parc des Expos à Troyes, il vient d'être publié. Il a attiré 6603 visiteurs précisément en 3 jours, dont 8 sur 10 se sont dit satisfaits sur 150 personnes interrogées. Cette manifestation sous le signe de la création et du faire soi-même a été animée par une quarantaine d'exposants présents. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine à la même période. Le premier salon de la chasse et de la pêche, en revanche, lui, est reporté pour cause de concurrence d'un autre salon du même type à Nantes. Il devait avoir lieu à Troyes fin janvier. Il aura bien lieu l'an prochain, mais pour l'instant, aucune date n'est définie. Et puis toujours en bref, demain, devant le Parc des Expos, cette fois-ci, un rassemblement des 165 buralistes au bois en colère et de certains de leurs clients est prévu à 15 h pour exprimer leur ras-le-bol face à la multiplication des braquages. On y reviendra dans notre édition de demain soir à 19 h 30. Une exposition anniversaire à voir en ce moment à la médiathèque du Grand Troyes autour de la maison d'édition Gallimard. Elle fête cette année ses 100 ans. Elle propose plusieurs manuscrits originaux d'écrivains célèbres, d'André Gide à Saint-Exupéry, ainsi que des photos. L'exposition a été présentée à Paris, Francfort et donc désormais Troyes, un vrai temps fort de la vie culturelle troyenne. Visite guidée avec Annabelle Millet. Si l'exposition des 100 ans de Gallimard se déroule à la médiathèque du Grand Troyes, c'est bien parce que le lieu s'y prête. Lieu de mémoire, mais aussi lieu de vie, la médiathèque expose 200 documents, dont certains privés et rares, de la grande maison d'édition. C'est donc pour nous une grande chance. Donc ce lieu ici est un lieu de partage de la connaissance, de savoir. La raison, elle est trouvée toute simple. Et alors en plus dans la grande salle, c'est magnifique donc, que ces ouvrages donc, de notre siècle côtoient donc, les ouvrages de la bibliothèque de Bernard de Clairvaux. Donc voilà, enfin il y a un lien qui est tout naturel. L'exposition se compose naturellement d'ouvrages, mais aussi de notes manuscrites, de lettres, de photographies. Aragon côtoie Simone de Beauvoir, Proust croise Le Petit Prince de Saint-Exupéry. On peut y reconnaître la plume de Gide ou encore de Marcel Aimé. Chaque pièce de l'exposition est comme un souvenir personnel, une révélation de l'intimité que l'on s'est construite avec ses auteurs. Il y a un rapport, bah oui, presque charnel, là, c'est de la main d'Albert Camus, une lettre écrite à Gaston Gallimard, ou alors encore une lettre de Jack Kerouac qui se plaint auprès de Gaston Gallimard que ses secrétaires, que son secrétariat l'a éconduit et n'a pas cru qu'il était Jack Kerouac. Un télégramme de Margaret Mitchell annonçant à Gaston Gallimard, qui avait publié Au temps n'emporte le vent, que c'est Viviane Leigh qui interprétera Scarlett O'Hara à l'écran. Enfin, autant aussi de petites anecdotes qui maintenant appartiennent à l'histoire universelle. C'est la passion pour des livres, mais également pour l'histoire, pour des auteurs, pour les histoires, qui est transmise à travers cette exposition. Alors l'objet livre et en fait tous ces romans, toutes ces éditions que l'on a étudiées souvent à l'école, qu'on a lues pour son plaisir, en vacances, le soir, que l'on a étudiées quelquefois à l'université, et de voir ces auteurs, au-delà du texte, prendre cher par le biais des photos, par le biais des manuscrits. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Nous allons essayer aussi, dès que cela sera possible, de présenter les dernières productions aussi de Gallimard, notamment les productions numériques avec les applications sur iPad ou sur les tablettes de lecture. La médiathèque a souhaité accompagner l'exposition des 100 ans de la maison Gallimard par des lectures d'auteurs, des conférences, tout au long des mois de novembre et décembre. Renseignements sur le www.mediathèque.grand-3.fr. Et l'exposition est à admirer jusqu'au 17 décembre. Le site internet, vous l'avez vu, il y a de nombreuses rencontres qui accompagnent cette exposition donc à la médiathèque du Grand Troyes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Le ciel sera-t-il aussi bleu demain qu'aujourd'hui dans l'Aube? Réponse dans quelques instants. Excellente soirée à vous. À demain.